Le 16 août 1982, un employé de la boutique Kodak va prévenir la police puisqu'ils viennent de développer des clichés de photos qui sont somme toute très étranges. Un des clichés présents dans la pellicule montre un sein d'une femme coupée. De suite, le manager de la boutique va contacter la police qui va envoyer une équipe et attendre évidemment le propriétaire de ces clichés. Lorsque ce dernier va être arrêté, les enquêteurs sont très loin d'imaginer l'ampleur de l'horreur qu'ils vont trouver à son domicile et également l'horreur que celui-ci va leur raconter. Mais avant tout, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, très frustrée parce que cette vidéo je l'ai tournée il y a typiquement 4 heures et j'avais pas branché mon micro et du coup le son il était juste abominable. Déjà qu'il est pas non plus folichon avec mon petit micro, mais là c'était une catastrophe. Il fait plus de 30 degrés dans ma pièce, je meurs de chaud, c'était pas prévu que je la tourne encore une fois. On est vendredi, je dois la poster lundi, je suis en retard dans mon planning, c'est pas possible, mais je pouvais pas vous poster ça comme ça, donc je la refais. Donc autant vous dire que je suis dégoûtée, hein, on va dire ce qui est, je suis un peu deg, mais c'est pas grave, on va recommencer. Cette histoire, j'espère qu'elle vous plaira. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à interagir avec celle-ci, et d'aller faire un petit tour sur ma boutique. Je vous en parle plus en détail à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer quelques créations que je fais, etc. Parce que souvent je vous en parle mais je vous montre rien. Donc je vais vous montrer quelques vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte de mon travail. Et que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez la roue de la chance qui a été mise en place dessus, qui vous permet de gagner des bons de réduction de 5 à 30% à valeur sur la boutique, sans minimum d'achat et cumulable avec les promotions en cours, ce qui est plutôt sympa pour se faire plaisir ou faire des cadeaux à ses proches. Sur ce, installez-vous confortablement, la vidéo risque d'être assez longue et c'est parti pour l'histoire du jour. Notre histoire du jour nous emmène à Hong Kong, en Chine, où un jeune garçon va voir le jour le 22 mai 1955. Un jeune garçon au trait angélique qui pourtant, quelques années plus tard, sera l'auteur d'horreurs incommensurables. Ce jeune garçon dont on va parler aujourd'hui se nomme Lam Kor Wan et sera le protagoniste principal de cette vidéo. Ce jeune garçon va avoir une enfance assez compliquée, bien qu'on ait très peu d'informations, mais ce qu'on sait c'est qu'il va vivre principalement avec son père, puisque très jeune, ses parents vont divorcer et le père aura la garde du petit. Le père est violent psychologiquement et physiquement avec son fils et tous vont vivre ensemble dans un minuscule appartement typique de Hong Kong à l'époque, 45 mètres carrés avec 2 chambres à coucher, et ils vont vivre ici jusqu'à, en tout cas jusqu'à la fin de l'affaire. 45 mètres carrés où vivent du coup le père, la belle-mère, l'âme et le frère, donc c'est assez exigu pour 4 personnes, mais c'est en tout cas leur mode de vie. C'est à l'âge de 18 ans que l'âme va développer une passion pour la photographie et acheter son premier appareil Polaroid. Mais au lieu de faire comme tout le monde avec cette passion magnifique de photographier des beaux paysages, des animaux, des portraits, des personnes ou des scènes dans la vie quotidienne, il va s'orienter sur des photos beaucoup plus particulières. Il va commencer tout simplement à aller prendre en photo des femmes quand elles sont vulnérables ou en train de faire pipi dans les toilettes publiques. À l'époque, dans les années 70, à Hong Kong, les toilettes c'était simplement des trous creusés dans le sol avec des portes autour et des petits... voilà, c'était vraiment à la Walligan, et en fait vous aviez un écart entre la porte où vous entriez et le sol, et c'est à ce moment-là que l'âne passait sa main avec son appareil dans ce creux-là et prenait en photo ces femmes vulnérables dans des positions complètement aléatoires et partait en courant avant que ces dernières aient le temps de réagir, de crier ou alors de faire quelque chose. Rapidement, les clichés ne vont plus lui suffire de prendre en photo les femmes et il va commencer à vouloir passer à un stade au-dessus en termes d'agression et tout simplement aller agresser sexuellement des femmes dans la rue en les touchant ou beaucoup plus, sans aller jusqu'à l'acte de viol en lui-même, mais il va terroriser, humilier et déranger énormément de femmes dans son quartier, jusqu'à ce qu'il soit pris en flagrant délit par des policiers et donc tout simplement arrêté. Mais au moment de son arrestation, l'âme est jeune et surtout a un casier judiciaire vierge. Donc à ce moment-là, la justice se dit qu'au lieu de l'envoyer en prison, sa place serait plus dans un endroit où on pourrait le soigner potentiellement,
soigner ses troubles psychologiques mais également ses obsessions morbides, et c'est pourquoi il va être envoyé pendant 3 ans et demi dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital Castle Peak exactement. Et quand il sortira de cet hôpital, pensant être soigné en tout cas du point de vue des autres, il va se trouver un métier et commencer sa vie d'adulte. Il va choisir un métier pas anodin pour le coup, pour ce qu'il va faire par la suite. Il va choisir le métier de chauffeur de taxi. Un métier qui va lui permettre de pouvoir être à proximité de plein de femmes sans forcément avoir besoin de les aborder, mais surtout être avec elles dans des moments où elles sont plutôt vulnérables. Puisque l'âme va choisir de travailler en tant que chauffeur de taxi, principalement les nuits. Donc récupérer des femmes ou des hommes complètement en état d'ébriété à la sortie de boîtes, de restaurants ou de soirées. C'est un garçon qui est principalement solitaire et qui ne croise pas beaucoup de monde, mais même s'il vit avec sa famille dans un tout petit appartement, il les croise quasiment jamais. À cause de ce métier, l'âme travaille principalement la nuit et sa famille la journée. Ce qui fait qu'ils se croisent quand l'un parle, les autres dorment et ainsi de suite. Donc il va s'enfermer dans des obsessions, des fantasmes, des habitudes et des passions plus ou moins normales. Il va commencer à débloquer une vraie passion pour la pornographie, à tel point qu'il va avoir énormément de magazines pornographiques chez lui, mais par honte d'aller les acheter lui-même dans des magasins spécialisés de sa ville, il les fera importer, principalement de Grande-Bretagne, pour pouvoir justement les avoir de façon anonyme. Ces clichés, ces magazines, ça reste des images, des petites images dans un magazine. Donc il va acheter du matériel, en adéquation d'ailleurs avec sa passion de photographie, pour pouvoir agrandir des images. Et les images pornographiques qu'il aura dans ses magazines, il les agrandira à taille réelle, pour essayer d'assouvir des fantasmes et des pulsions qu'il avait à ce moment-là. Mais rapidement, ça a pu lui suffire. Une image reste une image, froide, et surtout, il se passe rien. Donc, l'âme veut passer dans le réel. Et le soir du 3 février 1982, eh bien, l'âme va voir cette soirée comme un signe du destin. Au moment où il commençait justement à en avoir marre de pouvoir juste voir des images et s'adonner à ses fantasmes sur seulement des images, eh bien, cette soirée-là, il va prendre en taxi une jeune femme complètement en état d'ébriété. Mais tellement qu'elle titube et qu'elle n'arrive presque plus à marcher. À ce moment-là, l'âme a 27 ans. Il roule dans son quartier, comme d'habitude, de Tsim Sha Tsui, où à ce moment-là, une jeune femme appelle son taxi. Cette jeune femme titube, elle n'est clairement pas dans un état normal. Quand elle rentre dans le taxi, tant bien que mal, la jeune femme va indiquer via des gestes la direction à prendre pour rentrer chez elle. Il est 4h du matin, il la récupère auprès d'un restaurant, l'âme vous regarde dans son rétro et se rend bien compte que la femme est dans un état de vulnérabilité avancé. Cette jeune femme s'appelle Chan Fung-yeon, c'est une danseuse de boîte de nuit dans le Chinese Palace qui a 21 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, et elle était partie tout simplement avec sa sœur et 2 de ses collègues boire un coup vers 16h après son service et finir par aller manger au restaurant. Et voilà, un verre entraînant un autre, et bien elle s'est retrouvée bourrée. À ce moment-là, l'âme se dit que c'est peut-être un coup du destin, peut-être qu'il n'aura pas 2 chances comme ça dans sa vie d'avoir autant de facilité à pouvoir piéger quelqu'un. Au bout d'un moment, dans le trajet, Chan va demander à l'âme d'arrêter la voiture assez rapidement, et quand il le fera, elle ouvrira la porte et vomira partout. Pour vous dire à quel point elle était vraiment éméchée à ce moment-là. Quand ils reprendront la route, elle fera faire demi-tour au taxi en indiquant l'opposé de là où ils allaient, puis 5 minutes après, redemandera de rechanger de direction. En fait, elle était complètement perdue, elle ne savait plus trop où elle était, et c'est à ce moment-là que l'âme va prendre la décision de se dire « ça y est, c'est le moment, je passe à l'acte ». Il gara son taxi dans une petite ruelle, à côté d'un garage, descendra de la voiture, Chan, complètement ailleurs, ne remarquera même pas que l'homme est descendu de la voiture et est en train de faire le tour, et arrivé à la porte passager, il l'ouvre et saisit un câble électrique et étrangle Chan jusqu'à la mort dans son taxi. Une fois sa sombre besogne faite, il replace Chan à l'arrière de son véhicule et rentre jusqu'à son appartement avec le corps de sa victime dans son taxi. Pourtant, il avait hésité. Il avait hésité à passer à l'acte, déjà parce qu'il avait peur, premièrement, et deuxièmement parce que Chan avait vomi. Pas très ragoûtant et ça le dégoûtait un peu. Mais encore une fois, il avait peur de ne pas avoir une autre occasion comme celle-ci qui allait se présenter, en tout cas pas tout de suite. Quand il arrive auprès de son appartement, il est 5h du matin. La rue, elle est déserte, les gens dorment. Il va glisser le corps de Chan dans un sac et le transporter tant bien que mal jusqu'à son appartement. Quand il rentre dans le hall de l'appartement, il va même passer devant le gardien de l'immeuble qui est en train de dormir sur un lit de camp dans le hall. Si ce gardien se serait réveillé, il l'aurait vu l'âme passer avec un énorme sac très lourd qui comportait d'ailleurs une victime. Il va monter les étages et arriver à son appartement, ouvrir la porte très doucement et rentrer sur la pointe des pieds. Parce que n'oublions pas, Chan ne vit pas seul. Chan vit avec son père, sa belle-mère et son frère. Tous sont en train de dormir, mais il se peut que s'il fait trop de bruit, ces derniers se réveillent. Et surtout, le surprennent avec le cadavre d'une femme sur l'épaule. C'est pourquoi l'âme va glisser le corps de Chan sous le canapé familial avant d'aller se coucher. Il va s'allonger dans sa chambre, sur son lit, et faire semblant de dormir jusqu'à ce que sa famille décide de partir pour travailler. Mais il ne dormira pas. Il pensera et réfléchira
à quoi faire avec le corps de Chan et surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir réaliser cette fois-ci comme fantasme. Une fois que l'appartement s'est enfin vidé, Lam va se lever et protéger toute sa chambre. Avec des bâches en plastique, il va protéger le sol, les plinthes, vraiment dans les moindres détails. Il ne laisse rien au hasard. Une fois que c'est fait, il va ramener le corps de Chan dans sa chambre, le déposer sur les plastiques et prendre le soin de fermer sa chambre à clé. Et à ce moment-là, il se retrouve seul avec le corps d'une femme inerte dans sa chambre. Il va attraper une scie électrique et commencer à lancer une vidéo. Il va se filmer en train de démembrer sa jeune victime. Malheureusement, une scie électrique, ça fait du bruit, c'est puissant et c'est loin d'être précis. Donc il arrive quand même à tacher les murs de sa chambre de sang, ce qui aura des conséquences évidemment par la suite. Mais il y prend plaisir. Il va démembrer le corps de Chan en 7 morceaux qu'il va photographier avec un appareil pelliculaire, mais également tout filmer dans un film qu'il appellera A Serious Secret, un film évidemment bien trash. Une fois que c'est fait et qu'il a pris le corps de cette femme sous tous les angles, il va garder des morceaux de son corps, son vagin précisément, qu'il va mettre dans une boîte en plastique avec de l'alcool de riz pour la conservation, une sorte de tupperware, et le glisser sous son lit. Le reste, il va les emballer dans des sacs qu'il va venir charger dans sa voiture, dans son taxi. Personne, évidemment, s'en rendra compte, personne ne trouvera ça bizarre qu'un jeune homme charge dans son coffre des petits paquets, mais c'était le corps de sa victime. Et ensuite, il va partir en quête d'un endroit tranquille pour pouvoir s'en débarrasser. Avant de partir, évidemment, il nettoie méticuleusement sa chambre, éponge le sang sur les murs, pour éviter que si un des membres de sa famille rentrait au cas où de façon impromptue, ne tomberait pas sur une scène d'horreur dans sa chambre. Quand il s'en va avec son taxi, il va parcourir quelques kilomètres jusqu'à trouver un endroit qui lui semble parfait pour abandonner les restes de Chan. Il va s'arrêter près de la rivière Chin Moon, près de Shatin, et va jeter les sacs dans l'eau, en espérant que la rivière emmène les morceaux de corps vers la mer. Là va ensuite faire quelque chose d'assez étrange. Il va partir dans une boutique Kodak pour développer les pellicules de l'appareil photo dont il s'est servi durant la découpe de sa victime. Les policiers, par la suite, quand ils seront interrogés sur ce fait, ils penseront en tout cas que Lam a fait ça peut-être parce que ça l'excitait un petit peu de savoir que potentiellement il aurait pu être appréhendé dès le début. Quand le vendeur de la boutique va développer les photos, bien évidemment qu'il va se poser des questions. Et quand Lam va revenir récupérer son dû, il va lui demander qu'est-ce que c'est en fait. Enfin, c'est un peu bizarre les clichés. Et Lam en fait va tout simplement répondre que c'est normal, il est technicien en laboratoire d'université et que ces photos-là, eh bien, elles sont là juste pour ses recherches. Et que c'est totalement normal d'avoir des morceaux un peu de corps comme ça, puisqu'en fait, il fait partie d'une université scientifique. L'employé accepte volontiers l'explication, parce que déjà, quel tueur en série serait assez débile pour faire développer des photos de son meurtre dans une boutique? Bah oui. C'est un peu plus d'une semaine après le meurtre que Lam va apprendre via la radio que la jambe de Chan va être retrouvée dans la rivière. La rivière va être sondée et tout le reste du corps va être retrouvé, les membres ainsi que le tronc. Pour identifier la victime, la police a un élément, un tatouage retrouvé sur le bras. Un tatouage de cœur avec une lame qui la transperce. Un tatouage sur une femme, c'était assez rare à ce moment-là, en tout cas dans cette forme-là. Donc la police va le publier dans les journaux et la télé, et aussi faire un tour dans les dossiers de personnes disparues pour voir si ça concorderait pas. Et ils vont rapidement identifier la victime puisque son mari la recherche depuis maintenant une semaine, et du coup vont pouvoir enfin mettre un nom sur la victime. Malheureusement, la police aura que très peu d'éléments. Ils reconnaissent évidemment tout le chemin qu'elle a fait et parcouru, donc sa soirée, le déroulé des faits, et la seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle a pris un taxi en sortant du restaurant. Ils vont réaliser un appel à témoins pour essayer de retrouver le chauffeur de taxi, mais bien évidemment, celui-ci ne se présentera jamais, étant donné que c'est l'auteur du meurtre. Donc, la police n'a rien. Ce premier meurtre de Lam était clairement un meurtre opportuniste. Il l'a fait, voilà, par pulsion. Mais le prochain, il le sait. Il veut le planifier et surtout ne rien laisser au hasard. Et déjà, premièrement, la scie électrique, c'est pas possible. Il veut s'en débarrasser, il veut pas ça. Donc, il décide de partir faire quelques emplettes. Mais là, il va pas faire des courses au supermarché, il va pas partir s'acheter des habits. Non, il va partir dans un magasin spécialisé en matériel chirurgical. Il va entrer dedans et étudier les couteaux, toutes les lames, les ciseaux, et voir lequel serait le plus précis et surtout le moins salissant. Et il va s'arrêter sur un équipement de chirurgie complet. Il va embarquer avec lui. Et avec ça, il va acheter également du formaldéhyde. C'est un dérivé du formol qui sert de conservateur. Alors, vous commencez à vous douter de ce qu'il va faire avec, mais il en prend aussi. Après 3 jours plus tard, le 29 mai 1982, il retourne en chasse. Et cette fois-ci, il veut choisir sa proie. Son regard va s'arrêter sur une jeune femme de 31 ans, Chan Wan-kit, encore une femme qui s'appelle Chan, qui quitte son travail à Saint-Augustine Bank vers 17h30. À ce moment-là, il pleut des cordes. C'est vraiment pas un temps agréable pour rentrer chez soi à pied. Donc, elle fait appel à un taxi. Et
Dans ce taxi, le chauffeur, c'est Lam. Peu de temps après qu'elle soit montée dans le taxi, Lam va s'arrêter dans une rue déserte, là où personne ne peut le voir. Il va l'étrangler avec un câble électrique, le même qui s'est servi pour sa première victime, et ensuite ramener le corps de sa victime jusqu'à chez lui. Et là, c'est exactement le même déroulé qu'avec sa première victime. Sauf qu'il a préparé beaucoup plus la pièce. D'abord, il va la cacher, en attendant que toute sa famille soit partie le lendemain. Une fois que sa famille est partie, il protège son sol avec les bâches, et cette fois prend le soin de prendre une sorte de grand bac en plastique. Vous savez, les bacs que vous mettez sous les cages de perruches d'oiseaux pour récupérer la fiente. Et bien sa famille avait des perruches, il prend le bac, il met par terre, et quand il va aller récupérer sa victime, il va placer son corps sur ce bac pour que le bac récupère le sang. Il va allumer sa caméra pour pouvoir filmer encore une fois le démembrement et surtout continuer son fameux film A Serious Secret pour pouvoir alimenter sa base de données. Mais en même temps, il va prendre des clichés comme d'habitude avec son appareil photo. Une fois le corps sectionné, encore une fois, il va prendre le soin de récupérer des morceaux du corps de sa victime, notamment des organes sexuels, pour les mettre dans des bocaux qu'il va remplir de formaldéhyde ou de formol si vous préférez, pour la conservation, et il va les cacher sur son lit. Il prend quelques dernières photos et ensuite part en quête d'un endroit pour pouvoir se débarrasser du corps de sa victime, ou en tout cas des morceaux. L'endroit qu'il avait en tête se trouvait à peu près 20 minutes à l'est du centre-ville. Il fallait traverser un tunnel qui passait par la zone portuaire vers l'île de Hong Kong, sur Tai Hang Road. C'est un endroit résidentiel assez boisé, avec des routes des routes sinueuses et surtout des ravins. Il va se garer dans une ruelle qui est peu éclairée, s'arrêter, décharger la voiture et jeter tous les sacs au-dessus de la rambarde en regardant les sacs s'écraser dans le ravin plus bas et ensuite partir comme si de rien n'était. Le 18 juin 1982, Leung So-Wan, 29 ans, serveuse au Burger King et agente de nettoyage des rues, quitte son emploi vers 4h du matin. Elle prend un taxi et disparaît. Lam l'avait évidemment repéré. Et il va procéder comme à son habitude. Il va s'arrêter dans une ruelle à l'écart de toute vue, sortir de sa voiture, l'étrangler avec un câble électrique et ensuite la ramener à son domicile. La cacher sous le canapé et attendre que sa famille parte. Pour ensuite l'amener dans sa chambre, protéger son sol et procéder au démembrement. Cette fois-ci, Lam, il a acheté encore du matériel. Il a acheté un trépied pour sa caméra. C'est-à-dire que le fait qu'il ait un trépied, il va pouvoir avoir les mains libres et surtout se concentrer sur sa tâche, le démembrement. Puisqu'avant, il devait filmer en même temps. Donc ça lui prenait du temps et il n'arrivait pas à se concentrer. Là, le fait que la caméra soit sur trépied, il va pouvoir vraiment laisser cours à son imagination. Et à ce moment-là, il va éventrer complètement sa victime et ressortir de son corps les intestins, qu'il va placer au-dessus de sa tête et les essorer dans sa bouche pour avoir le sang. Quand les policiers visionneront toutes les caméras, toutes les bandes et les cassettes de ce fameux projet A Serious Secret, ils les confronteront évidemment à Lam, et Lam expliquera qu'à ce moment-là, il avait envie de tester le cannibalisme, mais que le goût du sang dans la bouche l'avait fortement dégoûté et qu'à ce moment-là, il a failli vomir, donc il s'en est arrêté là, il n'a pas été plus loin. Après ça, il va finir son démembrement, prendre soin de garder quelques parties du corps comme d'habitude dans des bocaux accompagné de formol, les cacher sous son lit et ensuite aller se débarrasser de sa victime au même endroit que la précédente. Le 1er juillet 1982, Lam va prendre dans son taxi une jeune fille de 17 ans, Leung Wei-sum, donc oui, il y a deux Chan de Leung, qui était une étudiante de la St Andrews School et ouvrière dans une usine de plastique, qui avait appelé vers 23h pour rentrer chez elle après une petite fête avec ses amis de l'université. D'ailleurs, ses amis de l'université diront plus tard qu'ils l'ont vue monter dans le taxi et surtout ils ont incité à ce qu'elle prenne le taxi pour être sûre qu'elle allait rentrer chez elle en toute sécurité. Malheureusement, comme on le sait aujourd'hui, ça a été le pire choix qu'ils ont fait. Lam va conduire Leung dans une ruelle isolée, seule, parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas rentrer chez lui. Il est beaucoup trop tôt. Donc, il va la menotter au siège avant avec une paire de menottes qu'il avait préalablement dissimulées dans la boîte à gants. Évidemment, la jeune fille est complètement terrorisée. Mais à ce moment-là, Lam décide de lui faire la conversation, de parler de la pluie, du beau temps, de ses passions, de ce qu'elle veut faire, de lui, ce qu'il aime, etc. Il dira même au policier plus tard qu'il a vraiment apprécié cet échange avec elle, mais que ça allait pas pour autant contrarier ses projets. Vers 4h du matin, la jeune fille s'endort, étonnamment, et il va en profiter, passer le câble électrique autour de son cou et serrer jusqu'à ce qu'elle décède. Il va la ramener chez lui, comme à son habitude, avec la même routine, mais cette fois-ci, ce soir-là, le film A Serious Secret montera d'un cran en termes d'horreur. Avant de passer au démembrement de cette dernière, il va réaliser sur elle un acte de nécrophilie et avoir sa première expérience sexuelle, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, il procédera au démembrement avec son matériel chirurgical. Il prendra le soin de découper encore des parties du corps qu'il va conserver dans du formol, dont d'ailleurs son sein, cette fois-ci, et ses parties génitales. Reprendre encore des clichés sous tous les angles, les coutures, en mettant le corps avant le démembrement dans des positions diverses et variées, et va se débarrasser du corps là où il a l'habitude de le faire.
Et à ce moment-là, Lam il va retourner dans le magasin, la boutique Kodak, où il avait fait développer ses photos la première fois. Il va déposer sa pellicule et demander à ce qu'on les développe. Mais cette fois-ci, l'employé n'est pas le même. Et quand il va commencer à développer les photos, il va se dire qu'il est tombé sur un gros pervers. Parce que toutes les photos, eh bien, elles sont hard. Elles représentent une femme entièrement nue, dans des positions pornographiques extrêmement vulgaires. Au début, il va se dire que, bon, c'est peut-être un couple qui essaie de pimenter leur vie sexuelle, mais bon, c'est un peu bizarre. Mais c'est plus fort que lui, il regarde les clichés. Et un cliché va attirer son attention. Sur le cliché qu'il voit, il y a des frissons qui lui montent dans le dos. Il s'agit d'un sein coupé, juste le sein coupé d'une femme. Et à ce moment-là, il appelle son manager, parce qu'il sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Il appelle son manager, celui-ci arrive, regarde la photo, et lui il dit non mais là faut appeler la police, c'est pas normal. Donc ils appellent la police, qui va se déplacer jusqu'à la boutique Kodak, et voir ces clichés. Quand il voit les clichés, effectivement, c'est très inquiétant. Mais il préfère confier ce cliché à un médecin légiste pour qu'il puisse leur dire si, de son expérience, par rapport à la peau et à ce qu'il peut voir sur la photo, est-ce que pour lui c'est grave, est-ce qu'il y a quelque chose. Ce médecin légiste, c'est Philippe Bay. Il va dire que effectivement, d'après ce qu'il voit en tout cas, la femme qui possédait ce sein est probablement décédée. Donc ça confirme les craintes des policiers à ce moment-là et décide d'attendre à la boutique le retour du propriétaire de ces clichés pour pouvoir l'arrêter. Le responsable de la boutique leur explique qu'il est censé passer que le lendemain pour récupérer son dû. Donc les policiers reviennent, 2 policiers d'ailleurs, reviennent le lendemain en civil et surveillent toute la journée la boutique dans l'espoir de choper le mec qui a donné ces clichés. La journée va être longue, la matinée va passer, puis la journée, sans que personne vienne. Et c'est le soir venu où une voiture de taxi va se garer devant la boutique. Un homme va sortir d'apparence complètement banale, jean, t-shirt, voilà, un homme vraiment passe-partout, qui va rentrer dans la boutique et présenter son ticket à l'employé. Quand l'employé prendra le ticket, il sait que c'est lui qui avait ces photos. Donc il va prévenir par un moyen ou un autre les policiers en lui disant que c'est bien lui qui est là pour récupérer ces photos. Et les policiers vont quand même prendre le temps d'attendre que l'homme paye le développement des photos et récupère ses photos pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Et vont l'attendre devant son taxi. Quand l'homme va sortir et tomber sur les policiers, ça va être un peu dérangeant. Quand les policiers vont lui poser des questions sur ses photos, forcément c'est un petit peu gênant. Mais là, il se dégonfle pas. Il va leur dire que non, c'est pas ses photos à lui, il est juste missionné pour aller les récupérer, mais c'est pas à lui. Ok, bénéfice du doute, la police se dit pourquoi pas, après tout, peut-être, on va attendre avec toi. D'accord. Donc ils attendent, les 2 policiers et l'âme, au coin d'une rue, pendant plus d'1 heure. Au bout d'1 heure, la police, elle s'agace, elle sait qu'il ment, c'est ses photos, il assume pas forcément, et commence à faire un contrôle d'identité, déjà, donc c'est là qu'ils vont voir que c'est bien Lam Kor Wan, âgé à ce moment-là de 27 ans, et vont procéder en même temps à la fouille de son véhicule. Dans le taxi, ils vont retrouver 2 choses. Déjà, premièrement, un grand couteau caché dans le pare-soleil du côté conducteur. Lam va s'expliquer en disant qu'il est chauffeur de taxi, il conduit la nuit, c'est dangereux, il ramasse des gens qui sortent de boîtes de nuit complètement bourrés, donc c'est pour se protéger, pour se défendre. Ok, la police lui dit que il est pas censé avoir ça sur lui, mais bon, ok. Quand ils ouvrent la boîte à gants, ils trouvent par contre une paire de menottes. Et à ce moment-là, Lam, il n'arrive pas à s'expliquer pourquoi il a ça dans sa voiture. Alors la police, décide de l'arrêter. Il l'arrête et l'emmène au commissariat, pendant qu'une brigade spécialisée dans les homicides va aller fouiller chez lui, à son domicile. Alors je vous raconte pas la tête de la famille, du père, de la belle-mère et du frère, sagement assis en train de dîner, quand la police débarque chez eux et leur dit qu'ils sont là pour une perquisition et qu'ils viennent fouiller toute la maison et surtout la chambre de Lam. Parce qu'eux, à ce moment-là, ils sont pas au courant. Évidemment, la police va se rendre immédiatement dans la chambre que partage Lam avec son frère, pour procéder à la fouille. Quand ils entrent dans la pièce, c'est tout petit. Il y a un grand lit superposé qui prend quasiment la taille de la pièce, donc forcément, il y a des affaires partout. Il y a des choses accumulées partout, il y a de l'équipement photographique, des valises, des malles, des livres. Chaque centimètre disponible était utilisé comme un espace de rangement, donc autant vous dire que la police a eu du travail. Une malle en acier va attirer l'attention des enquêteurs sous le lit de Lam. Une malle en acier, c'est une malle d'ailleurs, une ancienne boîte de munitions d'à peu près 80 cm de long, qui va attirer leur regard puisque l'enquêteur la reconnaît. Il l'a vue dans les clichés développés chez Kodak, elle était placée sous les hanches de la femme quand il prenait des photos d'elle en position pornographique. Donc il sait, ça relie en fait les photos à cette boîte. Quand il va ouvrir la boîte, il va se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a un nombre incroyable de livres et de magazines pornographiques. Il va trouver également un livre sur l'anatomie humaine et surtout des dizaines et des dizaines de photos de cadavres démembrés. Et à côté, au fond, des cassettes vidéo, une paire de chaussures de femme de couleur blanche et un sac à main rouge. Sur l'une des photos des cadavres qu'ils vont retrouver dans cette malle, l'un des enquêteurs va remarquer tout de suite quelque chose d'intriguant.
et surtout qui va leur permettre d'identifier une des victimes. Sur les clichés, on voit clairement une femme qui porte un tatouage sur le bras en forme de cœur avec une larme qui le traverse. Ce qui fait qu'il relie tout de suite les morceaux de corps qui ont été retrouvés dans la rivière en février avec justement l'âme, et du coup, commence à se dire que c'était lui qui l'avait tué. Mais c'est pas fini, la fouille continue. Et sous le lit, les policiers découvrent un tas de boîtes, de bocaux, de tupperwares. Vous savez ce qu'il y a dedans, mais à ce moment-là, les policiers ne savent pas. Ils en tirent une, le policier dégrave le scotch pour l'ouverture, l'ouvre, il est pris d'une odeur. Le formol, ça sent fort, hein. C'est un conservateur, mais ça sent très fort. Il regarde à l'intérieur, il comprend pas, il y a un truc qui flotte, un objet bizarre, couleur chair, et quand il regarde un peu plus précisément, il se rend compte qu'en fait, c'est un sein. C'est le sein d'une femme coupée qui baigne dans du formol. Donc là, ils sont un peu pris d'horreur. C'est d'ailleurs le sein qu'ils avaient vu sur la fameuse photographie qui avait déclenché justement la venue des policiers à Kodak. Donc là, les enquêteurs, évidemment, ils ont compris qu'ils avaient affaire à un tueur en série. Donc ils vident intégralement la chambre, tous les bocaux sont vidés. Ils vont retrouver plusieurs trépieds, des dizaines d'objectifs, des boîtes d'équipement de lumière, des gadgets high-tech, une caméra infrarouge, un agrandisseur photo, vraiment tout un équipement pour un vidéaste. D'ailleurs, à ce moment-là, la chimiste médico-légale Sheila Hamilton, qui travaillait sur l'affaire et qui était là pendant cette fouille, va également ouvrir un tupperware et va expliquer plus tard que ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a complètement traumatisée puisqu'elle a trouvé un vagin flottant dans du formol dans le bocal. Dans les malles et les boîtes retrouvées à côté du lit de l'âme, il y a une quantité astronomique de pornographie, des piles et des piles de magazines, des centaines de photos, c'est vraiment juste énorme. Ils vont devoir poser des scellés pour pouvoir fouiller l'appartement qui fait seulement 45 mètres carrés pendant 4 jours entiers pour pouvoir justement fouiller méthodiquement l'appartement et également surtout faire des analyses scientifiques. Ils vont passer l'aspirateur partout et mettre du luminol forcément sur les murs. Ils vont retrouver des traces de sang, des morceaux de chair microscopiques sur les murs, mais également des poils pubiens féminins dans la chambre qui sont pas censés être là. Enfin, ils vont trouver assez d'éléments en tout cas pour inculper l'âme. La police va saisir finalement 696 négatifs couleurs, 1500 diapositives couleurs, 1900 photos, qui sont d'ailleurs dans leur très grande majorité pornographiques. Et les enquêteurs vont du coup découvrir les cassettes vidéo et les regarder. Et c'était très loin d'imaginer ce qu'ils allaient voir sur ces vidéos, puisqu'elles montraient évidemment un véritable carnage, puisque c'était les démembrements de chacune des victimes de l'âme, également des actes de nécrophilie. Et à ce moment-là, c'en est trop pour Sheila Hamilton, la chimiste, qui décide de plus continuer de travailler sur l'affaire, c'est trop, elle peut pas regarder ça. À ce moment-là, les enquêteurs arrêtent officiellement l'âme pour meurtre, mais également son père, sa belle-mère et son frère. Parce que pour eux, c'est juste impossible qu'en vivant dans un 45 mètres carrés ensemble, ils n'étaient pas au courant des agissements de l'âme. C'est pas possible. Ils vont être interrogés tous séparément et tout le monde niera les faits. La famille dira qu'elle était absolument pas au courant de ce qui se passait et l'âme dira que non, c'est pas lui. Malgré les preuves écrasantes contre lui, puisque je le rappelle, il y a des vidéos où on le voit démembré, on le voit, mais il dira que c'est pas lui. Rapidement, la famille va être écartée de la liste des suspects, puisqu'en fait, ils vont se rendre compte qu'effectivement, au niveau des temps et des heures, c'était toujours au travail, que l'âme avait un problème au niveau obsessionnel au niveau de ses affaires, c'était impossible d'y toucher, à tel point que son frère expliquera qu'une fois il avait juste touché un 33 tours en fait de la musique, et que son frère l'avait littéralement tabassé pour ça, donc il touchait jamais aux affaires de l'âme, donc ils ont fini par les relâcher, mais l'âme, lui, ne craque pas durant l'interrogatoire. Pendant 2 jours, les policiers vont présenter à l'âme les photos qu'il a prises de morceaux de corps et surtout des corps nus et morts des victimes, et ils vont essayer en tout cas de le faire avouer ses crimes, en disant mais c'est toi, sur les vidéos, c'est toi qui as pris les photos, avoue. Mais il n'en démord pas. Et c'est seulement le 20 août que l'âme va poser une question plutôt innocente aux enquêteurs, mais qui va justement tout débloquer. Il va demander aux policiers si les photos qu'il a prises, donc tous les clichés, vont être diffusés aux médias. Est-ce qu'ils vont être publiés dans des journaux, à la télé, parce que les gens vont les voir. Et la police se dit peut-être que justement c'est le moment du moyen de pression. Donc les policiers disent ah oui, les gens vont être au courant, ils vont voir ce que t'as fait, ils vont voir l'horreur que t'as fait. Et là c'est mort, l'âme il veut pas. Et il veut pas, non pas parce qu'il a peur que les gens voient ce qu'il a fait comme monstruosité, ou que les gens s'en prennent à lui, ou le traitent de monstre. Ah non, 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 c'est trop fait, c'est à lui, c'est à personne d'autre. Il veut pas que les gens puissent profiter de cet art. Donc à ce moment-là, il avoue tout. Pour éviter que ce soit publié, il avoue tout. À ce moment-là, quand il avoue tout, l'âme décide de dire aux enquêteurs où il a mis les restes de ses victimes qui n'ont pas été retrouvées. La seconde et la quatrième vont être retrouvées rapidement au même endroit où il les avait laissées, mais en revanche, la troisième, elle, n'était plus là.
Ils n'ont pas réussi à la retrouver. Ils vont fouiller la colline pendant plusieurs jours, mais ça va rien donner. Et c'est juste quelques mois plus tard, en décembre, qu'un agent d'entretien va découvrir un crâne dans un parc et il va être comparé grâce à des méthodes et en fait ça va être le crâne de la dernière victime. Il pense que des animaux en fait l'ont pris et enfin l'ont un peu trimballé partout. Toutes les victimes vont être formellement identifiées grâce à leur dentition pour justement pouvoir prévenir les familles de ce qui s'est passé et pourquoi elles ont disparu. À ce moment-là, la justice d'Hong Kong considère que la nécrophilie, la pornographie et les meurtres est beaucoup trop dérangeant pour qu'une femme puisse le voir. Donc le jury, lors du procès, sera composé uniquement d'hommes. Puisqu'à ce moment-là, dans le procès, faut pas oublier que toutes les bandes vidéo de son film A Serious Secret vont être montrées. Donc c'est des heures et des heures de vidéos qui vont être montrées où on le voit démembré, procéder à des actes de nécrophilie, mais également presque à du cannibalisme sur certaines de ses victimes, en plein tribunal. Tous les clichés également seront montrés pour pouvoir justement attester de ce qu'il a fait. Pour la partie de l'accusation, il est pas fou, forcément responsable de ses actes, et la défense, il est fou. Donc chacun fait intervenir ses psychiatres de son côté, pour qu'ils défendent un peu leur croûte. Mais ça, peu importe. Peu importe son état mental, les preuves sont là, elles sont écrasantes, on le voit faire. Donc c'est pourquoi le 8 avril 1983, il va être condamné à mort par le jury. Le 29 août 1984, sa sentence de condamnation à mort va se transformer en prison à vie et va réaliser sa peine au pénitencier de sécurité maximum de Chick Peak, où il est toujours actuellement. L'âme est toujours actuellement en vie. Il n'est pas encore mort, il purge encore sa peine et il n'est pas prêt de sortir et il ne sortira jamais. Tant mieux, on va se dire ça, tant mieux, puisque s'il n'avait pas été chopé, je pense qu'il aurait continué longtemps. Bien que beaucoup pensent qu'il avait peut-être envie d'un côté d'être chopé et qu'il savait ce qu'il faisait était mal. Enfin, pourquoi faire développer ses photos dans une boutique sachant que tu as une chance sur deux de te faire choper, sachant que lui-même avait tout le matériel chez lui pour développer ses photos. C'est ça qui était assez étonnant. C'est qu'il avait tout le matos. Voilà pour l'histoire de l'âme, une histoire tragique, horrible, dégueulasse, honnêtement. Je sais pas si vous la connaissiez, moi je la connaissais pas du tout, comme d'hab, en général j'essaie de vous partager des histoires qui sont pas trop connues, c'est le but. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de l'histoire. Est-ce que vous pensez que l'âme a tout fait au final, en tout cas inconsciemment pour se faire choper ou non? N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir et ça m'aiderait évidemment à faire grandir la chaîne. Concernant ma boutique, je vais vous faire passer là quelques vidéos de tableaux que je réalise parce que c'est les œuvres que je préfère faire, donc très souvent ce sont sur le thème de la mer parce que c'est un thème que j'affectionne énormément puisque c'est un thème qui aborde beaucoup d'émotions différentes. Dans une création, dans une œuvre, on cherche l'émotion, en tout cas c'est ce que je cherche et c'est là où je peux le travailler principalement. Mais vous avez également des thèmes galaxies où j'aime bien travailler un peu les dégradés de couleurs et surtout la profondeur tout simplement d'un ciel étoilé. Vous avez également des créations de plateaux, de tortues pour faire un apéro etc. à la maison, de sous de verre, je fais des cendriers. Vous avez énormément de choix différents sur la boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour, me dire ce que vous en pensez également de mes créations, ça me ferait plaisir d'avoir un retour de votre part. Et également, n'hésitez pas à vous faire plaisir tout simplement en commandant, ça me soutient forcément, quand vous passez commande sur ma boutique, ça me soutient énormément. Et surtout, j'espère que ça vous plaira. Pour faire un cadeau à vos proches ou même vous décorer votre maison avec des tableaux ou des plateaux, pas hésiter. Vous avez la roue de la chance qui a été mise en place sur la boutique, une roue que vous tournez qui vous donne droit à des réductions, à des codes promotionnels qui vont de 5 à 30% de remise, qui sont valables sur toute la boutique, sans minimum d'achat, et qui sont cumulables avec les promotions en cours, telles que les imparfaits. N'hésitez plus, c'est le moment de vous faire plaisir. Sur ce, écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout, merci en tout cas pour votre bienveillance et votre gentillesse comme d'habitude. Je vous dis à lundi prochain pour une prochaine histoire, et sur ce, adieu.